Vous imaginez peut-être qu'une invention aussi fondamentale que celle du calcul différentiel a été chaleureusement applaudie en son temps. Eh bien, pas du tout. Il a fallu très longtemps, d'abord pour qu'elle soit diffusée, ensuite pour qu'elle soit acceptée. Nous allons faire la connaissance de quelques-uns de ses opposants les plus virulents. Souvenez-vous que l'invention date des années 1665 pour Newton à 1675 pour Leibniz. Les premières publications des années 1680, le premier manuel d'enseignement de 1696. Le pamphlet le plus célèbre est paru en 1734. Il est l'œuvre d'un évêque irlandais, George Berkeley. C'est un prêtre anglican. Il vient juste d'être nommé évêque de Cloyne, au sud de l'Irlande. Comme on peut s'y attendre, ses arguments sont autant d'ordre religieux que mathématique. L'analyste ou discours adressé à un mathématicien impie, plutôt qu'infidèle. Je vous ai déjà confessé la difficulté que j'ai à comprendre la mentalité religieuse des savants de l'époque et leurs querelles théologiques. Le mathématicien impie auquel Berkeley s'adresse en titre est généralement supposé être Edmund Halley. Mais cela pourrait aussi bien être Newton lui-même, qui était soupçonné d'avoir, comme beaucoup d'intellectuels de son temps, des opinions antitrinitaires. Que reproche-t-on à ce mathématicien impie? Le bas de la page de titre nous en dit plus. On examine si l'objet, les principes et les inférences de l'analyse moderne sont conçus plus distinctement ou déduits avec plus d'évidence que les mystères religieux et les points de la foi. Et en exergue, dans l'encadré bleu, figure le verset 5 du chapitre 7 de l'Évangile selon saint Matthieu. La traduction liturgique officielle est Enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Berkeley reproche aux mathématiciens impies de vouloir expliquer rationnellement la foi, alors qu'il n'est même pas capable de justifier l'analyse infinitésimale. Et aucune raillerie n'est épargnée pour accréditer l'idée que la nouvelle analyse relève plus d'un acte de foi que d'une compréhension rigoureuse. Et que sont ces fluxions? Les vitesses d'accroissement évanescents? Et que sont eux-mêmes ces accroissements évanescents? Ils ne sont ni des quantités finies, ni des quantités infiniment petites, ni quoi que ce soit d'autre. Ne pourrions-nous pas les appeler des fantômes de quantités défuntes? Pour vous aider à suivre son regard, voici une phrase extraite des Principia de Newton. C'est la traduction de la marquise du Châtelet. Elle est parue en 1759, soit 25 ans après The Analyst. Il en est de même de la dernière raison des quantités évanouissantes. Il faut entendre par cette raison celles qu'ont entre elles des quantités qui diminuent non pas avant de s'évanouir, ni après qu'elles sont évanouies, mais celles qu'elles ont dans le moment même qu'elles s'évanouissent. Écoutez encore ceci. Donc, lorsque je me servirai, dans la suite, pour être plus clair, des mots de quantités évanouissantes, de quantités dernières, de quantités très petites, il ne faut pas entendre par ces expressions des quantités d'une grandeur déterminée, mais toujours des quantités qui diminuent à l'infini. Quand bien même accepterait-on des quantités évanouissantes, ces fantômes de quantités défuntes, selon Berkeley, il y aurait encore pire. Chapitre 6. Différences d'ordre divers, c'est-à-dire des quantités infiniment moindres que des quantités infiniment petites.
et des parties infinitésimales d'infinitésimaux, d'infinitésimaux, etc., sans fin ni limite. Et là aussi, Berkeley sait exactement de qui il se moque. La citation suivante se trouve tout au début du livre du marquis de l'Hôpital, Analyse des infiniment petits pour l'intelligence des lignes courbes, le tout premier manuel de calcul différentiel de l'histoire. Cette analyse s'étend au-delà de l'infini, car elle ne se borne pas aux différences infiniment petites, mais elle découvre les rapports de ces différences, ceux encore des différences troisième, quatrième et ainsi de suite, sans trouver jamais de terme qui la puisse arrêter. De sorte qu'elle n'embrasse pas seulement l'infini, mais l'infini de l'infini, ou une infinité d'infinis. Oui, bon, l'hôpital s'est laissé emporter par son enthousiasme de néophyte. Sans doute son professeur Jean Bernoulli avait des idées plus claires sur la question. Ah bon, vous croyez? Quelques mois auparavant, Bernoulli avait donné sa conférence inaugurale à l'université de Groningen. En voici un extrait. La géométrie nous ouvre de nouvelles abysses et démontre clairement que cette particule dont la conception nous échappe peut encore être divisée infiniment, même si notre imagination se fige à cette idée. En conséquence, ceci démontre que les mesures et relations de ce monde minuscule sont tout aussi raffinées, admirables et parfaites dans leur exiguïté extrême que le monde dans lequel nous respirons dans sa grandeur stupéfiante. Oui, bon, la conférence inaugurale est un exercice de représentation dans lequel il est de bon ton de s'émerveiller devant la toute-puissance divine. Bernoulli s'est un peu laissé emporter, voilà tout. Et si on demandait à Leibniz lui-même, les règles du fini réussissent dans l'infini, comme s'il y avait des atomes, c'est-à-dire des éléments assignables de la matière, quoiqu'il n'y en ait point, la matière étant actuellement sous-divisible sans fin, et que, vice-versa, les règles de l'infini réussissent dans le fini, comme s'il y avait des infiniment petits métaphysiques, quoiqu'on n'en ait point besoin, et que la division de la matière ne parvienne jamais à des parcelles infiniment petites. Vous voyez la date de la publication de cette lettre dans le Journal des savants? 1702. Elle a été écrite dans un contexte très particulier. Le destinataire, Pierre Varignon, est un des défenseurs du calcul différentiel à l'Académie royale des sciences. Il fait de son mieux pour parer les attaques des opposants. C'est lui qui a sollicité le maître pour obtenir des éclaircissements. Je ne suis pas sûr que les réponses de Leibniz l'aient beaucoup aidé face à ses adversaires. Au premier rang des adversaires du calcul différentiel, Michel Rolle. Il n'est peut-être pas le plus convaincu, mais il est le meilleur mathématicien et il aime la bagarre. On avait toujours regardé la géométrie comme une science exacte, et même comme la source de l'exactitude qui est répandue dans toutes les autres parties des mathématiques. Mais il semble que ce caractère d'exactitude ne règne plus dans la géométrie, depuis que l'on y a mêlé le nouveau système des infiniment petits. Pour moi, je ne vois pas qu'il ait rien produit pour la vérité, et il me paraît qu'il couvre souvent l'erreur. Cependant, d'habiles géomètres reçurent ce système aussitôt qu'il commença à paraître, et ils tâchèrent de le soutenir. Dans cette vue, ils proposèrent plusieurs questions de géométrie, et ils prétendirent que ce système était absolument nécessaire pour les résoudre. Ce qui me donna occasion d'en faire l'examen et de proposer quelques difficultés que j'y avais observées. L'argument principal de Rolle est que le calcul différentiel n'apporte rien de nouveau par rapport au calcul de tangente de Fermat et Descartes. Si on se limite
comme lui, aux fonctions polynomiales ou à la rigueur algébrique, il n'a pas complètement tort. Des manipulations algébriques peuvent remplacer le calcul des dérivées. Le paradoxe est que, alors qu'il a passé une bonne partie de sa carrière à combattre le système des infiniment petits, comme il l'appelle, le nom de Rolle est resté attaché à un des théorèmes fondamentaux du calcul différentiel. Sauf que pour lui, ce théorème n'était qu'un résultat d'algèbre des polynômes. Il apparaît dans son traité d'algèbre de 1690. Rolle y expose une méthode numérique générale pour approcher les racines, sous-entendu réelles, d'une équation polynomiale quelconque. Il commence par effectuer un changement de variable de manière à s'assurer que toutes les racines cherchées sont positives. Ensuite, il construit ce qu'il appelle les cascades. Voyez son exemple. L'équation à résoudre est la quatrième cascade. V4 moins 24V3, etc. égale 0. Dans chaque cascade, le premier membre de l'équation est la dérivée du polynôme de la cascade suivante. Le point clé de la méthode est que, entre deux racines d'une cascade, se trouve une racine de la cascade suivante. C'est précisément ce qu'affirme le théorème de Rolle. Je pense qu'il n'aurait pas aimé ce point de vue. Écoutez le récit de Montucla dans son Histoire des mathématiques, plus d'un demi-siècle après la querelle. Quelque tort qu'eut Rolle, cette contestation ne laissa pas d'occuper l'Académie pendant une partie considérable de l'année 1701. Elle était alors composée de géomètres, pour la plupart âgés, accoutumés depuis longtemps à d'autres méthodes, et par cette raison peu amis de la nouvelle. Ainsi les uns virent avec plaisir cette tempête élevée contre une invention qu'ils n'aimaient pas, et ils ne se pressèrent pas de l'apaiser. Montucla a probablement raison. En plus des difficultés conceptuelles dues à des définitions peu rigoureuses, les oppositions sont probablement nées du conservatisme. C'était encore un temps où la géométrie des Grecs était la base de la formation et où elle était considérée par beaucoup comme un modèle insurpassable. Ceux-là consentaient du bout des lèvres aux méthodes de Descartes et Fermat, et c'était trop leur demander que d'aller plus loin. Heureusement, le calcul différentiel trouva dans M. Varignon un défenseur aussi zélé et intelligent que Rolle était ardent et impétueux. M. Varignon répondit d'abord avec beaucoup de solidité aux objections qui concernent les principes du nouveau calcul. Il donna la véritable notion des différentiels, montra que ce n'étaient ni des zéros absolus, ni des incomparables, mais les dernières raisons des éléments respectifs de l'abscisse et de l'ordonnée, lorsque décroissant continuellement, ils s'anéantissent enfin. À l'égard des erreurs que M. Rolle imputait au nouveau calcul, ce fut là surtout que M. Varignon triompha. Montucla a encore raison. Les attaques répétées de Rolle ont poussé Varignon et d'autres à clarifier les concepts et à expliquer de mieux en mieux les nouvelles techniques. Les notes manuscrites de Varignon ont été publiées après sa mort. 2 ans plus tard, un autre manuel, celui de Fontenelle, est paru. D'autres encore ont suivi dans les années 1730. Mais au fait, vous vous souvenez du pamphlet de Berkeley par lequel cette histoire a commencé? Il date de 1734. Pourquoi Berkeley se réveillait-il si tard? À seulement 25 ans, Berkeley avait déjà publié un ouvrage philosophique important sur les principes de la connaissance humaine. Il y expliquait entre autres qu'une des erreurs majeures de la géométrie est de considérer qu'une ligne est divisible à l'infini. Oublions que cette soi-disant erreur remonte
à la géométrie grecque. Et écoutons-le. Certains mathématiciens notables, non contents de soutenir que les segments finis peuvent être divisés en une infinité de parties, maintiennent que chacun de ces infinitésimaux est lui-même divisible en une infinité d'autres parties. Je répète, ces gens affirment qu'il existe des infinitésimaux d'infinitésimaux d'infinitésimaux sans jamais qu'il y ait de fin. À l'époque, la critique de Berkeley n'avait pas suscité de réaction particulière, ni de Newton, ni de son entourage. Mais 25 ans plus tard, quand Berkeley avait attaqué sur le terrain religieux, les héritiers de Newton s'étaient sentis offensés, tenus de défendre la mémoire du grand homme et de laver leur propre honneur. Cela avait donné entre autres cette réponse du tac au tac quelques semaines après The Analyst. La géométrie n'est pas, ami de l'impiété, ou une défense de Isaac Newton et des mathématiciens britanniques. L'argumentation mathématique était moins difficile contre Berkeley, qui n'y comprenait pas grand-chose, que contre Rolle. Mais comme en France, la polémique avait suscité une floraison de manuels qui clarifiaient et expliquaient les nouveaux concepts. Dans le quart de siècle, entre les principes de la connaissance humaine et l'analyste, Berkeley n'était pas resté les bras croisés. Il foisonnait d'idées et prenait les initiatives les plus originales pour accomplir sa mission religieuse. Voyez cette proposition pour fournir des églises dans nos plantations et pour convertir les sauvages américains au christianisme par le moyen d'un collège à construire aux Bermudes. Et vous pensiez peut-être que le seul rapport entre les Bermudes et les mathématiques résidait dans le fameux triangle éponyme. Eh bien non. Mais pourquoi donc les Bermudes, me direz-vous? C'est une excellente question. Le climat, agréable sans aucun doute. Et l'éloignement? Pas un problème pour Berkeley. Les Bermudes se trouvent sur la route vers l'Angleterre. Et puis, ceux que l'on exilera ainsi ne sont guère que des sauvages ou des esclaves. Il serait avantageux pour les affaires d'avoir des esclaves qui obéiraient en toutes choses à leur maître selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. La liberté de l'Évangile consiste en une servitude temporelle, et les esclaves ne seraient que de meilleurs esclaves en étant chrétiens. Bienvenue au siècle des Lumières. Berkeley ne s'était pas contenté de proposer. Le Parlement britannique ayant promis 10 000 livres pour financer l'entreprise, Berkeley avait mis le cap sur l'Amérique, bien décidé à attendre là-bas les subsides promis. Et ceci n'était jamais arrivé, et il avait dû rentrer après avoir passé 3 ans avec sa famille dans la maison que vous voyez. Là où Berkeley avait pleinement réussi, c'est qu'il s'était adjoint les services d'un peintre écossais, engagé pour enseigner les disciplines artistiques aux Bermudes. Et il n'a jamais enseigné, mais en revanche, il a peint ce charmant portrait de groupe. Berkeley est debout à droite, un habit de clergyman comme il sied à sa fonction. Il pose une main protectrice sur le dossier de la chaise où son épouse tient leur enfant sur les genoux. Habillé en rouge de l'autre côté de la table se trouve un admirateur et commanditaire, qui n'est pas parti en Amérique, mais qui a au moins payé le tableau. L'autre conséquence positive de cette expédition éducativo-évangélatrice est qu'on a donné le nom de Berkeley à une ville de Californie dont l'université est solidement installée dans le top 10 du classement de Shanghai. On me susurre à l'oreille que certains membres du département de mathématiques de l'Université de Californie à Berkeley pratiqueraient couramment
et même enseignerait l'analyse infinitésimale. On dit même que certains professeraient à l'égard des œuvres de monseigneur Berkeley des opinions d'une impiété notoire. Si j'étais vous, je suggérerais à leur directeur de rappeler à ces mathématiciens impies que la liberté de l'Évangile consiste en une servitude temporelle. Vous voulez son adresse mail?